l'idée de ce webinaire interchapitre, comme le thème le dit, a pour but vraiment de pouvoir affiner, de pouvoir rendre encore plus meilleur l'excellence de la gestion de projet dans nos différentes communautés. Merci à toi, Boubacar, pour ta disponibilité et surtout cette expérience que tu vas nous partager durant la session. Donc, je remercie les deux PMI qui ont eu la belle initiative d'organiser ce moment d'échange et de partage. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, bienvenue à tous. On va démarrer. Je vais prendre un exemple de projet que j'ai eu à piloter ici en Afrique. Donc, le projet en lui-même, c'était le lancement de la eSIM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la eSIM, qu'est-ce que c'est que la eSIM? C'est la digitalisation de la carte SIM que vous achetez pour devenir un abonné chez un opérateur. Donc, tout le concept de la eSIM, c'est de le digitaliser et donc de se passer, de devoir utiliser ce petit bout de plastique pour rejoindre un opérateur, téléphonique et devenir un abonné. Donc, pour ce qui est du contexte, quand je suis arrivé, le projet a été initié il y avait à peu près 2 ans. Il n'y avait pas de progrès notable. Ils avaient commencé à travailler avec un partenaire technique. Ils ont fait un POC. Malheureusement, le POC n'a pas été concluant. Et donc, quand je suis arrivé, le projet devait être relancé avec un nouveau partenaire. Voilà, donc sur un projet qui a été lancé depuis 2 ans, vous pouvez imaginer qu'effectivement, il y avait une démobilisation partielle des équipes. Ça aussi, c'était un problème qu'il fallait adresser. Également, par rapport au contexte extérieur, ça c'était plutôt la partie interne, mais par rapport à l'extérieur, les constructeurs avaient commencé à lancer les premiers modèles uniquement compatibles eSIM. Donc ça venait donner un cachet d'urgence pour relancer le projet. Ajouté à cela, la concurrence avait aussi lancé son offre eSIM. Donc il fallait maintenant, coûte que coûte, rattraper un peu le retard qui a été accumulé. Et puis, vu les deux facteurs que je viens de citer, le top management a tagué, ou en tout cas identifié ce projet comme stratégique et a exigé sa relance et elle nous a donné comme contrainte une livraison sous 6 mois. Donc voilà un peu le contexte du projet qui avec ses contraintes et en passif qu'il fallait prendre en compte pour sa prise en charge. Donc ici, je vous ai montré le planning non pas pour que qu'on rentre dans les détails de ce qui des tâches à accomplir, etc. Mais c'est surtout pour vous ayez un peu une complexité, vous avez un peu une idée de la complexité du projet en regardant tous les acteurs qui devaient intervenir. Et il fallait arriver à amener toutes ces personnes-là à travailler de façon synergique pour justement arriver à délivrer le projet sous 6 mois. Donc, les principaux challenges que j'ai eu à adresser pendant quand j'ai eu à manager ce projet, c'était de me remobiliser l'équipe et de ranimer un peu, de ramener un peu le sentiment d'urgence à exécuter et à livrer le projet. D'identifier les bons sponsors et en faire de vrais alliés pour le projet, de façon à pouvoir
compter sur eux pour lever les blocages et puis prendre les décisions au bon moment, rapidement, pour fluidifier le travail. Il a fallu, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs parties prenantes, donc il faut construire une roadmap consolidée qui intègre tous les travaux des différentes parties prenantes, bâtir un alignement autour de cette big picture-là, et prendre conscience des dépendances entre workstreams et pour pouvoir les suivre, les traquer, de façon à ce que ces dépendances-là ne deviennent pas des points de blocage. Donc, travailler à fluidifier un peu le travail à la fois au sein des workstreams, mais aussi entre workstreams. Voilà, donc, on a finalement réussi effectivement à livrer ce projet avec les contraintes et le passif que je viens de vous citer et les challenges qu'il a fallu relever. Et rétrospectivement, pour moi, je me suis appuyé sur 9 facteurs clés que je vais partager avec vous. Mais avant de rentrer dans ces 9 facteurs-là, je vais partager avec vous un constat que j'ai fait quand je suis rentré en Afrique. C'est que nous avons une tendance à plus nous intéresser au comment et de négliger un peu le pourquoi. Et cette négligence-là nous amène quelquefois à négliger notre façon de faire le comment, d'être négligent dans le comment. Et cette négligence-là, in fine, va avoir des conséquences et un impact sur la non-performance dans l'exécution des projets. C'est pour ça que quand je vais rentrer dans le détail des 9 facteurs clés de succès que je vais partager avec vous, je vais insister sur le pourquoi ces facteurs sont importants, en quoi ils sont impactants sur les performances d'exécution d'un projet. Donc sans plus tarder, on va aller sur les facteurs un par un. Alors, le premier facteur pour moi, c'est l'ancrage local. L'ancrage local. Il faut voir un projet comme un véhicule de changement. Et c'est pas pour rien qu'on, des fois, utilise des termes comme conduite de projet ou pilotage de projet pour désigner la gestion de projet. Donc, c'est vraiment voir un projet comme un véhicule de changement. Par analogie, lorsque vous conduisez votre voiture, vous devez constamment faire des prises d'informations de votre environnement pour adapter votre conduite et pouvoir vous mouvoir de façon appropriée, de façon in fine à atteindre votre destination sain et sauf. Eh bien, c'est pareil pour le pilotage de projet. Vous devez constamment prendre des informations sur le cadre organisationnel dans lequel vous évoluez pour adapter vos méthodes de pilotage de projet afin de faire arriver le changement ou la transformation attendue au sein de l'entreprise. Et c'est tout le sens que vous devez voir dans la citation que j'ai choisie pour vraiment ancrer l'importance de cette compréhension-là, qui vient de l'auteur Stephen Covey. Cherche d'abord à comprendre, puis à être compris.
Donc, c'est vraiment un passage obligé de vraiment vous attarder à comprendre votre contexte local et de prendre les informations liées à votre organisation qui auront un impact sur votre pilotage de projet. Et je vous conseille de vous attarder sur les 3 points que j'ai mis dans la slide, donc c'est-à-dire sur les spécificités culturelles qui peuvent avoir un impact sur votre pilotage de projet. Ça peut être par exemple le rapport à l'autorité des personnes avec qui vous allez devoir travailler sur le projet. Leur engagement vis-à-vis de l'organisation, c'est-à-dire est-ce qu'ils associent leur succès au succès de l'entreprise ou il y a un passif qui fait qu'ils sont détachés du succès de l'entreprise et qui est par rapport à leur propre succès. Regardez qu'est-ce que l'entreprise promeut comme cadre de travail. Est-ce qu'il promeut la collaboration ou la compétition? Qu'est-ce qui est récompensé? Qu'est-ce qui est valorisé? Ça aussi, ça peut être un facteur impactant dans votre façon de piloter le projet. Au niveau de la structure organisationnelle, regardez ici, intéressez-vous plutôt à comment les décisions sont prises. Est-ce que vous avez une structure plutôt décentralisée avec de l'autonomie donnée à ceux qui font le travail réellement, ou est-ce que c'est plutôt une structure décisionnelle qui est centralisée où il faut tout le temps référer à la hiérarchie pour prendre des décisions? Ça aussi, ça peut impacter sur votre façon de piloter. Dernier élément, c'est le niveau de maturité en termes de culture projet. Donc, en déroulant votre projet, vous allez mettre en place des méthodes. Et l'idée ici, c'est de voir et de jauger un peu quelle est la maturité ou le degré de comment je dirais ça, à quel point ils sont habitués à pratiquer les méthodes de gestion de projet. Donc là aussi, c'est un facteur important à prendre en compte pour pouvoir dérouler vos activités de gestion de projet. Donc vraiment, avant de commencer à appliquer vos méthodes de projet, regardez bien, essayez de comprendre votre contexte local pour pouvoir adapter votre pilotage pour faire arriver le changement attendu. Donc ça, c'est le premier facteur pour moi qui est important et essentiel. Le deuxième facteur, c'est instaurer une relation de confiance avec les parties prenantes. Alors, pourquoi c'est important? Vous le savez, 80% des activités liées à la gestion de projet reposent sur la communication. Donc, une bonne communication, une communication efficace est garante, par analogie, à 80% ou à quelque chose près comme ça, de la bonne performance dans l'exécution de votre projet. Donc maintenant, la question à se poser, c'est sur quoi se repose une communication efficace? Et c'est là où vient la citation que j'ai choisie pour illustrer, pour vraiment vous donner une indication sur quoi repose une communication efficace. Elle est encore de Stephen Covey qui dit: la confiance est le ciment de la vie, c'est l'ingrédient essentiel d'une communication efficace. Donc, une communication efficace repose essentiellement sur la confiance. D'accord?
Donc, ce qui veut dire que vous devez absolument investir dans l'accroissement de votre capital confiance auprès des parties prenantes si vous voulez gagner en efficacité dans vos communications et par extension faire progresser vos performances en exécution, dans l'exécution de votre projet. Alors, comment on fait cela? Comment on arrive à faire accroître son capital de confiance auprès des parties prenantes? En leur étant tout simplement utile, en les servant tout simplement, en étant vu par eux comme un servant leader, pour emprunter un peu en termes anglo-saxons. Troisième facteur, c'est la maîtrise des méthodes de gestion de projet. Nous l'avons vu tout à l'heure, un projet, c'est un véhicule du changement. Et on sait tous que tout changement porte en elle une part d'incertitude. Eh bien, tout l'art de la gestion de projet consiste à fournir des méthodes pour gérer les incertitudes liées au changement. Et donc, en tant que chef de projet, vous devez passer maître dans la gestion des certitudes en maîtrisant les différentes méthodes de gestion de projet. Et donc, selon le degré d'incertitude que porte le changement que doit faire arriver votre projet, vous devez choisir la méthode de projet appropriée qui vous permettra de transformer les incertitudes en résultats concrets. Donc, si le degré d'incertitude est négligeable dans le changement attendu, partez plutôt sur la méthode Waterfall. Si elle est non négligeable, alors optez plus pour une méthode agile ou hybride selon la prépondérance de l'incertitude et la maturité de votre organisation par rapport aux pratiques agiles. En résumé, je vais m'appuyer sur la citation que je vous propose ici pour bien ancrer ce facteur-là dans vos pratiques de gestion de projet. Les bonnes méthodes transforment l'incertitude en résultat. Donc, utilisez la bonne méthode qui va vous permettre de transformer les incertitudes liées à votre projet en des résultats concrets. Le facteur 4, ce sont les outils digitaux, donc quelque part sur quelle technologie s'appuyer pour être performant dans votre gestion de projet. C'est quoi une bonne technologie pour la gestion de projet? C'est quoi une technologie, une bonne technologie de façon générale? Moi, j'aime bien cette citation de Matt Mullenweg qui dit « La technologie est meilleure lorsqu'elle rapproche les gens ». Et je trouve que c'est particulièrement vrai dans la gestion de projet. Donc, dans le choix des technologies, de vos technologies que vous avez utilisées comme support pour améliorer la productivité de votre équipe, gardez à l'esprit que ces technologies doivent contribuer à rapprocher les membres de votre équipe et de fluidifier le travail en équipe. En quoi faisant? En favorisant leur collaboration, en facilitant les communications, en facilitant l'assignation de tâches et la supervision de tâches, et en facilitant également le reporting.
septième facteur, c'est l'apprentissage continu et les certifications. Il y a toujours des secteurs ou des domaines où on peut s'améliorer. Donc voilà, la connaissance est inépuisable si on puise sans fond, et donc il faut tout le temps investir dans son apprentissage, et ça de façon continue. Il est important aussi de passer les certifs, notamment les certifs PMI, parce qu'elle vous permet de comparer vos pratiques avec les standards jugés, enfin les standards qui ont été benchmarkés et jugés comme les meilleures pratiques dans la gestion de projet. Et ce qui va vous permettre de voir là où vous devez vous améliorer pour atteindre les standards et puis améliorer vos performances et atteindre l'excellence dans la gestion de projet. Vous pouvez également effectivement accroître vos connaissances en participant à des webinaires comme ce webinaire aujourd'hui, et puis à participer à des conférences également. Et donc pour vous aider, vous accompagner dans votre apprentissage continu, je vous partage cette citation de Brian Herbert qui nous dit que la capacité d'apprendre est un don, l'aptitude à apprendre est une compétence, la volonté d'apprendre est un choix. Faites le choix de l'apprentissage continu, développez votre volonté à être continuellement dans l'apprentissage. Cela va certainement vous permettre d'aiguiser ou affiner votre compétence à apprendre, et puis ça va vous aider à fructifier la capacité d'apprendre, qui est un don que tout le monde possède, qui est un don divin que tout le monde possède. Neuvième et dernier facteur pour moi qui contribue et qui peut vous aider à exceller dans la gestion de projet, c'est le réseautage et l'influence. Alors, des recherches ont montré que, en résumé, nous sommes à peu près en moyenne la somme des 3 ou 4 personnes avec qui on fréquente, qu'on fréquente le plus, avec qui on échange le plus. Et donc, cela montre l'importance et l'influence que peut avoir les gens avec qui on échange le plus, avec qui on passe plus de temps. D'où, si on veut vraiment exceller dans la gestion de projet, il faut passer du temps avec des gens qui ont démontré leurs compétences et leur aptitude dans la gestion de projet, et qui ont acquis une certaine expertise et qui peuvent vous amener à améliorer de façon significative vos pratiques également. Pour cela, on peut être membre d'une communauté de praticiens, comme le proposent les chapitres PMI. Donc, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous l'est déjà. Pour ceux qui ne le sont pas et qui veulent mener une carrière dans la gestion de projet, je vous invite fortement à rejoindre ces communautés de praticiens, ce qui va vous permettre de vraiment développer et améliorer de façon significative vos pratiques en gestion de projet. Vous pouvez également